Un mari et sa femme ont emmené leur fille bébé en voyage dans les imposantes forêts de chênes anciens, mais la famille a disparu sans laisser de traces. Une recherche exhaustive n'a rien donné et l'affaire est tombée dans un silence de 4 ans, devenant une autre tragique légende locale, jusqu'à ce qu'une équipe d'étudiants en mycologie documente une étrange croissance à la base d'un arbre, une découverte qui démêlerait une horrible vérité cachée juste sous la surface. Les appels au téléphone portable d'Emma Laurent ont commencé non pas avec de la panique, mais avec une légère irritation. C'était fin août 2013 et Marie Dupont attendait que sa fille se soit communiquée des heures plus tôt. Emma, 32 ans, son mari Lucas Moreau 33 ans et leur fille de 6 mois Chloé, devaient rentrer d'un voyage de 3 jours à explorer les imposantes forêts du parc national des Cévennes dans la région Occitanie. Ils étaient des voyageurs expérimentés, surtout Lucas. Et l'itinéraire était censé être détendu. Des sentiers faciles adaptés à un bébé dans un porte-bébé. Cependant, la nuit avançait et l'appel programmé n'est jamais arrivé. Marie a essayé d'appeler le téléphone d'Emma à nouveau, cela est allé directement à la messagerie vocale. Elle a essayé avec celui de Lucas le même résultat. Un nœud d'anxiété a commencé à se serrer dans la poitrine de Marie. Cela ne leur ressemblait pas. Même lorsqu'ils voyageaient dans des zones avec une réception irrégulière, ils trouvaient toujours un moyen d'envoyer un message texte ou de faire un appel bref, priorisant la communication précisément parce qu'ils avaient Chloé avec eux. Le silence qui s'étendait depuis la remote région Occitanie se sentait lourd et antinaturel. Pour le matin suivant, l'irritation s'était complètement transformée en peur. Marie Dupont a contacté le département de police local, expliquant que sa fille et son gendre étaient significativement en retard et inaccessibles. Le rapport a été pris et l'information a été transmise aux autorités qui gèrent la juridiction couvrant la vaste étendue des parcs des Cévennes. Les enquêteurs ont commencé les étapes préliminaires pour retracer les mouvements de la famille. Ils ont appris que Lucas et Emma étaient un couple vibrant et actif. Lucas travaillait dans le conseil environnemental et possédait une profonde connaissance de la sécurité et de la navigation en nature. Emma, designer graphique, était plus prudente par nature, surtout depuis la naissance de Chloé, mais elle faisait confiance implicitement à l'expérience de Lucas. Leur voyage était destiné à introduire Chloé aux anciens forêts que Lucas aimait. L'itinéraire qu'ils ont laissé était décontracté, se concentrant sur les routes scéniques les plus accessibles et les sentiers bien entretenus. Ils n'avaient pas empaqueté un téléphone satellite, assumant que c'était inutile pour des randonnées si décontractées. La première pièce concrète d'information est venue du monde digital. Reconnaissant que le couple avait probablement pris des photos, les enquêteurs ont demandé l'accès à leur compte de stockage en nuage. En 2013, les chargements automatiques dépendaient complètement de trouver un signal. Pendant que les enquêteurs examinaient l'activité récente, ils ont trouvé quelque chose. Une seule photographie s'était synchronisée 2 jours plus tôt, avec une marque de temps autour de midi. L'image est instantanément devenue la pièce centrale de l'enquête. Elle montrait Lucas, Emma et Chloé, debout sur un large sentier de terre marron clair, rapetissé par les immenses troncs droits des chênes anciens qui les entouraient. L'éclairage était doux, filtré par le dense canopy en haut. Lucas, reconnaissable par sa tête rasée et sa barbe claire, souriait largement. Il portait un t-shirt vert terne et un short beige, les sangles d'un sac à dos visible sur ses épaules, attaché à sa poitrine dans un porte-bébé gris foncé, était Chloé. Son visage tourné vers la caméra, orné d'un bandeau rose distinctif avec un petit nœud. À sa droite était Emma, ses longs cheveux sombres encadrant un sourire chaleureux. Elle était vêtue d'un t-shirt bleu vibrant et de leggings bleu foncé, une banane bleue assortie accrochée autour de sa taille. Son bras était enroulé autour du dos de Lucas, son autre main reposant protectivement sur le porte-bébé. C'était une image de bonheur idyllique, mais dans le contexte de leur disparition, elle semblait inquiétante. Les métadonnées intégrées dans le fichier confirmaient l'emplacement près d'une route scénique populaire au sein du système de parc. En analysant l'angle et le cadrage de la prise, les enquêteurs ont rapidement conclu que la photo n'était pas un selfie. La perspective suggérait que le téléphone avait été remis à un tiers, un autre randonneur qu'ils ont rencontré. Cette réalisation présentait 2 impératifs immédiats, localiser le point de départ physique de leur randonnée et identifier la personne qui a pris la photographie.
La première tâche était simple. En utilisant les données de localisation, les gardes-parcs ont rapidement localisé le début du sentier correspondant à la photo. Là, garé proprement dans la zone désignée, était le véhicule de la famille. Il était verrouillé, sans perturbation et ne montrait aucun signe d'entrée forcée ou de lutte. La présence de la voiture suggérait qu'ils avaient entrepris leur randonnée comme prévu et avaient l'intention de revenir, mais ne l'ont jamais fait. La famille Moreau-Laurent semblait avoir marché sur ce sentier et s'être évanouie dans l'ancienne forêt. La découverte du véhicule a mobilisé une réponse massive. Le parc national des Cévennes n'est pas seulement une collection d'arbres, c'est un écosystème complexe et étendu qui couvre plus de 139 000 acres. Le terrain est caractérisé par des ravins escarpés, une végétation dense et des arbres si massifs qu'ils créent un crépuscule perpétuel sur le sol de la forêt. Pour les équipes de recherche et de sauvetage, c'est l'un des environnements les plus challenging de France. La stratégie initiale était la saturation. Des dizaines de chercheurs professionnels, des unités K9 et des volontaires ont été déployés en commençant par le début du sentier et en s'étendant vers l'extérieur. La difficulté de l'opération est devenue évidente immédiatement. Le dense canopy, des sièges de pieds de haut, rendait les recherches aériennes par hélicoptère presque inutiles, obscurcissant toute vue du sol. Au sol, la visibilité était souvent limitée à de simples yards. Le sol de la forêt, tapissé de siècles d'aiguilles tombées et de débris, rendait le traçage des empreintes incroyablement difficile, même pour des pisteurs expérimentés. Marie Dupont est arrivée au centre de commandement établi à la hâte près du début du sentier. L'incertitude agonisante était gravée sur son visage. Elle, avec la famille de Lucas, a fourni aux enquêteurs des détails critiques sur l'équipement du couple, leurs habitudes de randonnée et leur personnalité. Marie insistait sur le fait que Lucas, malgré son esprit aventurier, était méticuleux en matière de sécurité. Jamais, insistait-elle, il ne prendrait de risques imprudents avec Emma et surtout pas avec Chloé de 6 mois. Elle a décrit la marque spécifique du porte-bébé, la couleur de la couverture qu'il gardait toujours avec Chloé et le contenu du sac à dos que Lucas portait probablement, des fournitures standards pour des randonnées d'une journée, de l'eau, des snacks, une trousse de premiers secours basiques, mais rien destiné à la survie nocturne. La recherche a continué pendant des jours, puis des semaines. Les équipes ont couvert méticuleusement le sentier principal où la photo a été prise, poussant des miles dans toutes les directions. Ils ont aussi commencé le processus ardu de chercher des zones hors sentier, luttant contre des buissons de myrtilles et des fougères massives. L'échelle de l'environnement était accablante. Il était complètement possible qu'une personne soit à seulement 50 pieds du sentier et reste complètement invisible. Malgré les efforts exhaustifs, la recherche n'a rien donné. Aucune bouteille d'eau tombée, aucune fibre de vêtement accrochée à une branche, aucun signe de lutte, aucun couche jeté. C'était comme si la forêt les avait simplement avalés entièrement. Les enquêteurs ont tourné leur attention vers le seul témoin qu'ils savaient exister, le photographe. L'espoir était que cette personne puisse se rappeler dans quelle direction la famille s'est dirigée après avoir pris la photo ou peut-être se rappeler quelque chose d'inhabituel sur leur comportement. Identifier un randonneur aléatoire dans une destination touristique populaire était une tâche formidable. Les enquêteurs ont fait circuler l'image en espérant que la personne se reconnaisse elle-même ou que quelqu'un d'autre puisse identifier la famille et se rappeler avoir vu l'interaction. Des semaines après l'enquête est arrivée la percée. L'individu a été identifié comme un touriste d'Allemagne qui était déjà rentré chez lui. À travers la coopération internationale, les autorités l'ont contacté. L'homme se rappelait vivement la rencontre. Il se rappelait le couple heureux et le bébé avec le bandeau rose. Il a confirmé qu'ils avaient discuté brièvement de la beauté de la forêt. Il a offert de prendre la photo et puis ils se sont séparés. Crucialement, il a affirmé que la famille a continué sur le sentier principal établi. Il n'a rien vu de suspect, personne les suivant, rien d'inhabituel. La piste, qui avait semblé si prometteuse, s'est évaporée dans la réalité banale. À mesure que la recherche physique stagnait, les enquêteurs ont commencé à explorer d'autres possibilités. La nature sauvage contient plus de dangers que seulement les éléments. Un mois après la recherche,
une équipe de traçage spécialisée opérant au profond d'une section hors limite et protégée du parc a détecté des signes de perturbations récentes. Cela n'était pas lié à la famille disparue, mais c'était significatif. Ils ont trouvé des preuves d'abattage illégal de croissance ancienne, un commerce lucratif sur le marché noir impliquant la coupe et le vol de nœuds de chênes anciens. Cette découverte a introduit une nouvelle théorie sinistre. La zone où l'activité d'abattage a été détectée était remote, mais théoriquement accessible depuis la zone où la famille a disparu. Les enquêteurs ont considéré la possibilité que Lucas et Emma aient aventuré par inadvertance hors du sentier et soient tombés sur une opération illégale en cours. Les abatteurs de bois étaient connus pour être territoriaux et potentiellement dangereux. La famille pourrait-elle avoir été réduite au silence pour protéger l'entreprise criminelle? Pendant plusieurs semaines, cette théorie a gagné du traction. Elle fournissait une explication plausible pour l'absence complète d'évidence, un effort délibéré pour cacher un crime. Les détectives ont commencé à enquêter sur les marchés noirs locaux de bois, cherchant des informateurs et des mouvements récents de bois de haute valeur. Ils ont interviewé des associés connus de réseaux d'abattage dans la région. Cependant, l'enquête n'a trouvé aucune corrélation. Le timing ne s'alignait pas parfaitement et les informateurs au sein de la communauté des abatteurs, lorsqu'ils étaient pressés, n'ont rien offert pour connecter leurs activités à la disparition d'une famille. La théorie, comme la recherche physique, est arrivée à une impasse. Après 2 mois, le rythme implacable de l'opération de recherche est devenu insoutenable. Le temps a commencé à changer et les ressources requises étaient immenses. Sans nouvelles pistes et avec la probabilité de survie diminuant, la recherche active a été officiellement réduite. L'affaire est restée ouverte, intensément scrutée par Marie Dupont, mais l'urgence initiale s'est estompée. La disparition de la famille Moreau-Laurent est devenue un autre mystère tragique gardé par les forêts silencieuses et anciennes. La piste s'était complètement refroidie. La narrative saute en avant de 4 ans à l'été 2017. Le souvenir de la famille disparue avait commencé à s'estomper de la conscience publique, bien que Marie Dupont continuait à presser les autorités pour des réponses. La forêt, pendant ce temps, continuait son cycle lent et inexorable de croissance et de décomposition. Cet été-là, un petit groupe d'étudiants de 3e cycle spécialisés en mycologie de l'Université de Montpellier effectuait une recherche intensive sur le terrain au sein du Parc national des Cévennes. Ils étaient dirigés par Antoine, un chercheur méticuleux concentré sur l'impact des incendies forestiers récents et localisé sur les patterns de repousse fongique. Leur permis de recherche leur accordait l'accès à des secteurs remotes et rarement accédés du parc, à des miles des sentiers populaires et significativement distants de la zone où Lucas, Emma et Chloé avaient disparu. Leur présence au profond de ce terrain accidenté était complètement légitime, impulsée par la recherche scientifique. Le groupe avait marché pendant plusieurs heures, naviguant des pentes escarpées et une végétation dense, se déplaçant entre leurs grilles de recherche établies. L'air était humide et frais sous le canopy, le silence rompu seulement par le son de leurs propres mouvements. En début d'après-midi, ils ont décidé de prendre une pause près d'un grand chêne vieilli situé dans une petite clairière entre les imposants chênes anciens. Les chênes étaient moins communs dans cette zone spécifique, ce qui en faisait un point de référence notable pour leurs recherches. Pendant qu'ils s'installaient en enlevant leur sac à dos lourd et en sortant leur déjeuner, Antoine a remarqué quelque chose d'inhabituel à la base du chêne. Ses yeux, entraînés à détecter des variations subtiles dans l'écologie du sol de la forêt, ont été attirés vers une masse amorphe et étrange, nichée contre les racines de l'arbre. C'était différent de tout ce qu'il avait trouvé dans ses années de travail sur le terrain. La croissance était grande, peut-être 3 pieds de large et de couleurs surprenantes. C'était un mélange chaotique de jaune sulfureux brillant et de blanc intense, avec des patchs de noir profond et huileux qui semblaient comme si de la terre ou de la matière en décomposition avait été incorporée dans la structure. La texture était grumeleuse, poreuse et d'apparence humide, presque ressemblant à de la mousse chimique qui avait été versée et solidifiée au lieu d'une croissance fongique naturelle. Cela semblait étrange contre la terre sombre et humide et l'écorce marron rougeâtre de l'arbre. Avec la curiosité éveillée, Antoine s'est levé et s'est approché de la masse. À mesure qu'il s'approchait, l'étrangeté visuelle était accompagnée d'une odeur distinctive et inquiétante.
Le sol de la forêt sentait généralement la terre humide, les aiguilles de pin et le doux arôme de la décomposition. Mais cela était différent. C'était une odeur aiguë, pénétrante et profondément putride qui coupait l'air ambiant de la forêt. C'était l'odeur inconfondable de la décomposition avancée, mais amplifiée et concentrée. Antoine a appelé les autres étudiants. Ils étaient également fascinés et repoussés. Ils ont passé plusieurs minutes à examiner la croissance, discutant de ses origines possibles. C'était une moisissure de slime massive, une réaction à une toxine environnementale. Ils ont pris de nombreuses photographies haute résolution, documentant la masse sous tous les angles, capturant la coloration étrange et la texture contre l'arrière-plan du sol de la forêt. Après avoir documenté exhaustivement l'anomalie, le groupe a remis leur sac à dos et a continué vers leur prochaine grille de recherche, la rencontre étrange persistant dans leurs esprits. Ce soir-là, de retour dans une station de recherche remote maintenue par le service du parc, le groupe examinait leur découverte. Ils ont montré les photographies à un botaniste réside du parc qui était stationné là pour la saison. Le botaniste a été stupéfait par les images. Il a commenté sur la taille absolue et la coloration vibrante et antinaturelle. Basé sur l'évidence visuelle et la description d'Antoine de l'odeur intense, le botaniste a offert une hypothèse. La croissance était probablement le résultat de gaz de décomposition d'un grand animal enterré, peut-être un sanglier ou un cerf, alimentant une floraison fongique extrême et localisée. Les nutriments libérés pendant la décomposition, combinés aux conditions environnementales spécifiques, pourraient créer une telle anomalie. Cette explication a résonné avec le groupe. Si effectivement il y avait un cadavre d'animal grand enterré là, le processus de décomposition et son impact sur l'écologie fongique environnante présentaient une opportunité unique de recherche. C'était une opportunité de documenter un phénomène rarement observé. Impulsés par cette curiosité scientifique, Antoine et son équipe ont décidé de retourner sur le site le lendemain. Ils se sont équipés d'outils d'échantillonnage, d'échantillonneurs de noyaux et des pelles compactes de survie qu'ils portaient pour le travail sur le terrain. La randonnée de retour au chêne était focalisée et rapide. Quand ils sont arrivés, la masse fongique n'avait pas changé. L'odeur pénétrante planait lourdement dans l'air. Ils ont commencé leur travail méthodiquement. Le plan était de prendre des échantillons de sol autour de la masse et ensuite d'excaver soigneusement une petite section pour déterminer la source des nutriments. Antoine a commencé à creuser au bord de la croissance. Le sol était meuble, ce qui facilitait l'excavation initiale. À mesure qu'il creusait plus profond, l'odeur s'intensifiait rapidement, devenant presque accablante. Ils devaient se relayer pour creuser. L'odeur les obligeait à reculer pour prendre de l'air frais. À quelques pieds de profondeur, la pelle d'Antoine a heurté quelque chose de résistant. Ce n'était pas la résistance d'une racine ou d'une roche, mais quelque chose qui cédait légèrement sous la pression. Il a nettoyé la terre meuble. C'était une feuille de plastique noire de haute résistance. Ce n'était pas une partie naturelle du sol de la forêt. La réalisation que ce n'était pas un animal enterré a frappé le groupe instantanément. L'atmosphère a changé de curiosité scientifique à appréhension. Ils ont continué à creuser, maintenant avec un sens d'urgence. Ils ont découvert plus du plastique, réalisant que c'était une grande bâche. Elle semblait être en couches multiples fois, suggérant un effort délibéré pour sceller ce qui était dedans. Les implications étaient omineuses. C'était un enterrement clandestin. En travaillant ensemble, ils ont réussi à dégager assez de terre pour exposer une section significative de la bâche. En utilisant un couteau de terrain, Antoine a coupé soigneusement à travers les couches de plastique. Au moment où le seau s'est rompu, l'odeur concentrée de décomposition est sortie. En regardant dans l'ouverture, ils ont vu non pas la fourrure d'un animal, mais les restes fortement décomposés d'un adulte humain. La découverte était choquante. Les étudiants ont immédiatement arrêté l'excavation. La réalité de leur situation, au profond de la nature sauvage, debout sur une tombe cachée, était accablante. Antoine a récupéré le téléphone satellite de son sac à dos et avec des mains tremblantes a contacté les autorités en rapportant la découverte de restes humains dans l'une des sections les plus remotes du parc.
Les coordonnées fournies par Antoine ont dirigé les autorités vers un emplacement loin de tout système de sentier établi. Le défi logistique pour atteindre le site était significatif. Une équipe médico-légale spécialisée a dû être transportée en hélicoptère le plus près possible et ensuite marcher pendant plusieurs heures à travers le terrain accidenté, portant du matériel lourd. L'isolement qui avait gardé la tombe cachée pendant des années compliquait maintenant l'enquête. Quand l'équipe est arrivée, ils ont trouvé la scène exactement comme les étudiants l'avaient décrite, la croissance fongique étrange vibrante contrastant fortement avec la terre perturbée et la section exposée de bâches noires. Les étudiants, qui étaient restés près, selon les instructions, ont été interviewés par les officiers qui ont répondu initialement. Ils ont relaté la découverte en emphasant la curiosité scientifique qui les a menés à creuser et le choc de trouver des restes humains. L'équipe médico-légale a commencé le processus méticuleux de sécuriser la scène. L'emplacement remote requérait qu'ils établissent un périmètre et travaillent dans des conditions de terrain, luttant contre l'environnement humide et l'odeur accablante qui émanait de la tombe. L'excavation était lente et méthodique. Chaque couche de sol a été tamisée, chaque pièce d'évidence potentielle cataloguée. La croissance fongique étrange a été soigneusement documentée et échantillonnée, reconnue comme un sous-produit du processus de décomposition qui se produisait en dessous. L'excavation a révélé l'étendue complète de l'enterrement. Le corps était enveloppé étroitement dans de multiples couches de bâches noires de haute résistance, scellées avec une minutie qui suggérait du temps et de la délibération. Ce n'était pas un enterrement hâtif, c'était une disposition calculée. Après plusieurs heures de travail minutieux, le corps encore enfermé dans la bâche a été retiré de la tombe et préparé pour le transport au bureau du médecin légiste. L'évaluation initiale sur la scène a confirmé que les restes étaient ceux d'un homme adulte, mais l'identité restait inconnue. La nouvelle de la découverte s'est répandue dans la région atteignant Marie Dupont. La découverte d'un corps dans les Cévennes a inévitablement soulevé la douloureuse possibilité qu'il puisse être connecté à la disparition de sa famille 4 ans plus tôt. L'incertitude était agonisante. Au bureau du médecin légiste a commencé le processus d'identification. L'état avancé de décomposition rendait impossible l'identification visuelle. Les restes étaient en grande partie squelettisés avec un peu de tissu préservé dans l'environnement anaérobie créé par la bâche. Des dossiers dentaires ont été demandés pour toutes les personnes disparues à long terme associées à la zone, y compris Lucas Moreau. La comparaison a donné une correspondance définitive. Les restes ont été confirmés comme ceux de Lucas Moreau. 4 ans après avoir disparu, Lucas avait été trouvé. La découverte était un coup dévastateur pour sa famille et pour Marie Dupont. Cela confirmait ses pires craintes, mais aussi brisait les théories précédentes sur la famille perdue ou victime des éléments. Lucas avait été enterré délibérément, caché au profond de la nature sauvage. Cela suggérait fortement qu'il y avait eu un jeu déloyal impliqué, au moins dans la disposition de son corps. Mais la découverte soulevait une nouvelle question terrifiante. Où étaient Emma et Chloé ? La tombe contenait seulement les restes de Lucas. Il n'y avait aucun signe de sa femme ou de sa fille bébé. Le mystère s'approfondissait en prenant un tour plus sombre. L'autopsie a commencé en présentant des défis significatifs en raison de la condition des restes. Le médecin légiste a examiné méticuleusement le squelette à la recherche de signes de trauma. Il n'y avait pas de blessures par balle, ni d'évidence de coups de couteau, ni de fractures indicatives de trauma contondant. L'osioïde était intact. La cause de la mort était initialement indéterminée. Ce paradoxe était déconcertant. L'enterrement clandestin suggérait fortement une occultation. Cependant, les restes ne montraient aucun signe de violence. Comment Lucas est-il mort ? Et pourquoi quelqu'un irait à de tels extrêmes pour cacher son corps si la mort était accidentelle ou naturelle ? Les enquêteurs se sont retrouvés avec un scénario qui avait peu de sens. Si Lucas avait mort accidentellement, pourquoi Emma n'a pas cherché d'aide ? Si elle était impliquée dans l'enterrement, cela semblait physiquement impossible qu'elle ait creusé la tombe elle-même, surtout en s'occupant d'un bébé de 6 mois. De plus, où aurait-elle obtenu une bâche noire de haute résistance au milieu de la nature sauvage ? L'évidence pointait vers la participation d'un tiers,
mais le manque de trauma sur le corps de Lucas compliquait le narratif d'un enlèvement violent. Face à l'absence d'une cause claire de mort, le médecin légiste a ordonné des examens toxicologiques spécialisés. C'était un processus complexe et consommant du temps, impliquant l'analyse de la moelle osseuse et des fluides de décomposition qui avaient été piégés dans la bâche. Ces fluides, essentiellement un sous-produit concentré de la décomposition du corps, pourraient contenir des indices chimiques qui avaient été préservés. Des semaines plus tard, les résultats sont revenus et étaient surprenants. L'analyse a détecté des composés hautement concentrés de venin, de vipère aspic, venin de serpent vipère. Les niveaux étaient significatifs, suggérant un empoisonnement sévère peu avant la mort. La révélation était choquante. Les serpents vipères, bien que présents dans la région Occitanie, sont extrêmement rares dans l'ombre profonde et les températures froides des forêts de chênes anciens. Ils préfèrent des environnements plus secs et chauds. Les enquêteurs ont consulté des herpétologues qui ont confirmé que bien que ce ne soit pas impossible, une rencontre fatale dans cet écosystème spécifique était hautement inhabituelle. L'explication de la morsure de serpent offrait une cause plausible de mort qui s'alignait avec le manque de trauma sur les restes. La théorie de travail a changé dramatiquement. Les enquêteurs ont hypothétisé que Lucas pourrait avoir été mordu par un serpent vipère pendant qu'il marchait. Donné la puissance du venin et son emplacement remote, la morsure pourrait avoir été fatale en question d'heures, mais cette théorie n'expliquait toujours pas l'enterrement ou la disparition d'Emma et Chloé. Si Lucas est mort par une morsure de serpent, qu'est-il arrivé après? La découverte du venin fournissait une réponse partielle sur comment Lucas est mort, mais intensifiait le mystère entourant le destin de sa femme et de sa fille. L'enquête a changé dramatiquement. La morsure de serpent expliquait la mort de Lucas, mais suggérait fortement la participation d'un tiers dans les conséquences. Quelqu'un d'autre avait été là, quelqu'un d'autre avait accès à la bâche. Quelqu'un d'autre avait enterré Lucas. L'enquête ne concernait plus seulement de trouver des randonneurs disparus. Il s'agissait de reconstruire une séquence complexe et terrifiante d'événements qui a commencé avec une rencontre fatale avec un serpent et s'est terminée avec une tombe cachée. Avec la réalisation qu'un tiers était impliqué dans l'enterrement de Lucas Moreau, l'enquête a centré son attention sur l'évidence physique trouvée sur le site de la tombe. L'emplacement remote, bien qu'initialement un obstacle, est maintenant devenu un élément crucial de l'enquête. Quelqu'un avait choisi cet endroit délibérément. Les équipes médico-légales ont analysé la documentation du site d'enterrement. L'excavation avait révélé que l'enterrement n'était pas hâtif. La tombe avait été creusée avec soin, assez profonde pour éviter la découverte facile par des animaux ou une observation casuale. Le corps avait été enveloppé méthodiquement dans la bâche, suggérant que la personne impliquée avait du temps et n'était pas en panique. Cela indiquait que l'enterrement avait probablement eu lieu peu après la mort de Lucas par quelqu'un qui se sentait en sécurité dans cet emplacement. La pièce d'évidence la plus significative était la bâche noire elle-même. C'était le seul élément qui n'appartenait pas à la nature sauvage, le seul qui connectait la tombe au monde extérieur. Les couches de plastique ont été analysées méticuleusement à la recherche d'évidence de traces. Dans l'environnement de la tombe, la bâche avait agi comme une barrière, préservant non seulement les fluides de décomposition, mais aussi toute particule qui pourrait s'être adhérée à elle avant l'enterrement. L'analyse médico-légale de la bâche a donné une évidence de traces spécifiques et inhabituelles. Incrustée dans les fibres du plastique et mélangée avec le sol trouvé dans les couches extérieures. Les enquêteurs ont trouvé des particules microscopiques d'un type spécifique de poussière de roche volcanique. Cette signature géologique était significative, car les dépôts de sol volcanique étaient localisés au sein de la vaste expansion de la région et n'étaient pas présents sur le site d'enterrement lui-même. La poussière volcanique suggérait que la bâche avait été stockée ou utilisée dans un emplacement avec une composition de sol différente. En plus de la poussière, l'analyse a détecté des traces de carburant diesel vieilli. La présence de diesel suggérait que la bâche pourrait avoir été associée à de la machinerie, des véhicules ou une zone de stockage où le carburant était gardé. Ces deux éléments, poussière volcanique et carburant diesel, fournissaient les premières pistes tangibles sur l'origine de la bâche. Les enquêteurs se sont aussi concentrés sur le matériau de la bâche elle-même.
Il a été identifié comme un grade spécifique de plastique de haute durabilité et résistant aux rayons UV. Pas le matériau léger typique vendu dans les magasins de camping. C'était un matériau de grade industriel utilisé principalement pour couvrir des équipements lourds, des sites de construction ou un usage agricole. Les enquêteurs ont commencé le processus minutieux de retracer la fabrication et la distribution de ce type spécifique de bâche. Ils ont découvert que ce lot particulier identifié par sa composition chimique et sa texture, était vendu seulement à travers quelques points de vente ruraux spécialisés dans les départements environnants. L'enquête avait maintenant 3 vecteurs distincts, la distribution géographique du sol volcanique, les emplacements où le carburant diesel pourrait être présent et les points de vente qui vendaient la bâche spécifique. Le défi était de trouver l'intersection de ces 3 éléments. Un projet massif de cartographie a été initié. Les enquêteurs ont commencé par cartographier les études géologiques de la région, identifiant des zones caractérisées par les dépôts spécifiques de sol volcanique trouvés sur la bâche. Puis ils ont croisé cette information avec des images satellites et des registres de propriétés de décennies passées. Ils cherchaient des propriétés remotes, des fermes ou des sites industriels situés dans un rayon gérable en véhicule du site d'enterrement. La présence de diesel suggérait qu'ils devraient se concentrer sur des propriétés avec des véhicules ou des équipements lourds, particulièrement celles accessibles à travers de vieux chemins forestiers ou des pistes non entretenues. Ce n'était pas un processus rapide. La région entourant le parc national des Cévennes est peu peuplée, caractérisée par des fermes isolées, de vieux camps forestiers et des propriétés dont les propriétaires valorisaient la privacy et l'isolement. Le projet de cartographie a généré des dizaines d'emplacements potentiels qui correspondaient à au moins certains des critères. Pendant que l'analyse médico-légale et géographique continuait, l'élément humain de la tragédie restait central. Marie Dupont a dû traiter la découverte des restes de Lucas et la cause étrange de mort. La confirmation de sa mort était dévastatrice, terminant 4 ans d'incertitude, mais confirmant ses pires craintes. L'explication de la morsure de serpent fournissait peu de consolation. Pour Marie, le fait que Lucas ait été enterré en secret ne faisait que renforcer sa croyance que quelque chose de terrible était arrivé à Emma et Chloé. Si la mort de Lucas était un accident, pourquoi la personne qui l'a enterré ne s'est pas présentée? Pourquoi n'ont-ils pas aidé Emma et Chloé? L'enquête opérait maintenant sous l'assumption qu'Emma et Chloé pourraient être encore vivantes, peut-être tenues captives ou qu'elles avaient été assassinées et jetées séparément. La pression pour identifier l'origine de la bâche était immense. Le travail minutieux du projet de cartographie rétrécissait le champ, déplaçant l'enquête de la vaste nature sauvage vers les poches isolées d'habitations humaines cachées en elle. L'intersection de la poussière volcanique, du carburant diesel et de la bâche agricole menait les enquêteurs vers une zone spécifique, un endroit où les secrets des dernières 4 ans pourraient être cachés. Le projet de cartographie, intégrant des données géologiques, l'analyse d'évidence de traces et l'information de la chaîne d'approvisionnement, a commencé à produire de l'intelligence actionnable. Les dizaines de propriétés isolées identifiées ont été priorisées selon à quel point elles correspondaient étroitement au profil dérivé de l'évidence. Les enquêteurs ont commencé le processus systématique de visiter ces emplacements. Donner la nature sensible de l'enquête et la nature indépendante, souvent suspicieuse, des résidents dans ces zones remotes, l'approche devait être prudente. Ils ne pouvaient pas simplement arriver et commencer à poser des questions sur une disparition de 4 ans et une tombe cachée. Les enquêteurs opéraient souvent sous le prétexte de contrôle routinier de conformité à la sécurité incendie ou d'enquête sur la culture illégale, des raisons communes pour la présence des forces de l'ordre dans la région. Cela leur permettait d'évaluer les résidents, d'observer les installations et de chercher les éléments spécifiques identifiés dans l'enquête sans lever de soupçons. Ils ont visité de vieux camps forestiers, des cabanes isolées et des fermes hors réseau. À chaque emplacement, ils cherchaient des rouleaux de la bâche agricole noire spécifique, des signes d'équipement lourd et la présence de stockage de diesel. Ils ont aussi pris des échantillons discrets de sol pour les comparer à la poussière volcanique trouvée dans la tombe. L'enquête s'est finalement centrée sur une propriété située à environ 8 miles de la tombe de Lucas. Cette propriété était située dans une zone caractérisée par le sol volcanique spécifique identifié dans l'analyse médico-légale. Elle était accessible seulement à travers une piste rugueuse et non entretenue qui coupait à travers la forêt dense, la rendant extrêmement isolée.
La propriété appartenait à Philippe Leclerc, un homme de la fin des 50 ans. Les registres locaux indiquaient que Leclerc vivait seul et avait été propriétaire de la propriété pendant des décennies. Les interviews avec les locaux dans le petit village le plus proche peignaient un portrait de Leclerc comme un reclus excentrique et parfois volatile. Il était connu pour vivre complètement hors réseau, venant rarement au village pour des fournitures et farouchement protecteur de sa privacy. 2 détectives ont été assignés pour faire la visite initiale à la ferme de Leclerc. Le voyage en soi était challenging. La piste non entretenue requérait un véhicule avec une haute garde au sol. À mesure qu'ils s'approchaient de la propriété, la sensation d'isolement était profonde. La ferme était une collection de structures construites au fil du temps, une cabane principale, plusieurs bâtiments annexes et hangars. La propriété était en désordre avec de la machinerie vieille, des véhicules rouillés et divers débris. Elle avait une atmosphère négligée, presque sauvage. Les détectives se sont approchés de la cabane principale et ont annoncé leur présence. Philippe Leclerc est émergé. C'était un homme endurci, vêtu de vêtements de travail usés, son expression immédiatement défensive et hostile. Il a questionné la présence des détectives sur sa propriété, exigeant de savoir pourquoi ils étaient là. Les détectives se sont tenus à leur prétexte d'un contrôle de conformité à la sécurité incendie, expliquant qu'ils enquêtaient sur toutes les propriétés dans la zone en raison du haut risque d'incendie. Leclerc n'a pas coopéré en répondant aux questions avec des réponses monosyllabiques et en se plaignant de l'intrusion du gouvernement. Pendant qu'un détective engageait Leclerc dans la conversation, l'autre observait soigneusement les alentours. Le sol autour de la ferme était caractérisé par le sol volcanique distinctif marron rougeâtre. Alors le détective a vu ce qu'il cherchait. Près de l'un des bâtiments annexes les plus grands, il y avait un tracteur en mauvais état, partiellement couvert par une grande feuille de plastique noire. Le matériau semblait identique en texture et poids à la bâche trouvée dans la tombe. Près il y avait un vieux réservoir de diesel taché avec des années d'usage. Plusieurs grands rouleaux de la même bâche noire étaient empilés contre le côté du hangar. La présence de la bâche correspondante, le résidu de diesel du réservoir et du tracteur et la composition du sol s'alignant parfaitement avec l'évidence de traces trouvées dans la tombe, fournissaient aux enquêteurs la cause probable qu'ils avaient besoin. Ils ont conclu l'interview avec Leclerc, s'excusant pour l'intrusion et ont quitté la propriété. Dès qu'ils étaient hors de vue, ils ont rapporté leur découverte au centre de commandement. La décision a été prise d'obtenir un mandat de perquisition pour toute la propriété. Donné le caractère volatile de Leclerc et l'emplacement remote, l'exécution du mandat devait être soigneusement planifiée. Les enquêteurs ont surveillé la propriété de manière couverte pendant les 48 heures suivantes, utilisant l'observation à longue portée et la surveillance aérienne pour confirmer que Leclerc restait sur la propriété et vivait seul. Ils avaient besoin de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres individus présents qui pourraient compliquer l'opération. Le mandat de perquisition a été accordé. Une équipe tactique a été assemblée. Le plan était d'exécuter le mandat tôt le matin, utilisant l'élément de surprise pour arrêter Leclerc avant qu'il ait l'opportunité de réagir ou de détruire l'évidence. Le raid a commencé avant l'aube. L'équipe tactique s'est déplacée rapidement et silencieusement le long de la longue piste menant à la ferme. Ils ont convergé sur la propriété simultanément de multiples directions, sécurisant le périmètre et s'approchant de la cabane principale. L'élément de surprise était crucial. Ils ont forcé la porte de la cabane et ont trouvé Leclerc dedans. Il a été arrêté sans incident, apparemment résigné à l'inévitabilité de la situation. Il a été menotté et retiré de la cabane pendant que la recherche commençait. La recherche extensive de la propriété a commencé immédiatement. Les équipes médico-légales ont commencé à traiter la zone où se trouvaient la bâche et le tracteur, prenant des échantillons pour une comparaison définitive avec l'évidence de la tombe. La recherche de la cabane principale a commencé. L'intérieur était désorganisé, en désordre avec des années de possessions accumulées, reflétant le style de vie reclus de Leclerc. La recherche initiale des zones de vie n'a rien donné qui le connectait immédiatement à la famille disparue. Il n'y avait aucun signe évident qu'Emma ou Chloé aient jamais été dans la cabane. La recherche a continué pendant des heures, s'étendant aux bâtiments annexés à la zone environnante,
les enquêteurs cherchaient toute trace de la femme et de la fille disparues, des vêtements, des possessions personnelles ou sombrement d'autres sites d'enterrement. La ferme était grande et le désordre rendait la recherche lente et difficile. L'anticipation était haute, les enquêteurs étaient sûrs qu'ils étaient au bon endroit, mais le manque de découverte immédiate de plus d'évidence a commencé à créer une atmosphère tendue. La question persistait. Si c'était l'endroit où la bâche avait originaire, qu'est-ce qui d'autre était caché ici? La recherche de la propriété de Philippe Leclerc s'est étendue jusqu'à l'après-midi. Les équipes médico-légales avaient confirmé que la bâche noire trouvée près du tracteur était une correspondance exacte avec le matériau utilisé pour envelopper le corps de Lucas Moreau. Les échantillons de sol pris de la ferme correspondaient aussi à la poussière volcanique trouvée sur le site de la tombe. L'évidence connectant Leclerc à l'enterrement était accablante. Cependant, le mystère central persistait. Où étaient Emma et Chloé? Les équipes de recherche avaient revu méticuleusement les bâtiments annexes, ne trouvant rien d'autre que de vieux outils, des fournitures et plus de débris. La zone environnante avait été examinée pour des signes de sol perturbés qui pourraient indiquer d'autres tombes avec des résultats négatifs. Le focus est revenu à la cabane principale. Les enquêteurs ont commencé une recherche plus intrusive de la structure elle-même, cherchant des compartiments cachés ou des anomalies. C'était tard dans l'après-midi quand un enquêteur a remarqué une irrégularité dans le sol de la cabane principale. Les planches de bois dans un coin de la zone de la cuisine semblaient légèrement élevées et l'espace entre elles était inégal. Ils ont retiré un tapis usé qui couvrait la zone. En dessous, ils ont découvert un contour distinctif dans le sol. Un panneau d'accès caché. Il était sécurisé avec des vis qui semblaient avoir été retirées et remplacées plusieurs fois. Le panneau d'accès a été soigneusement retiré, révélant une ouverture sombre menant sous la cabane. Une échelle descendait vers l'obscurité. L'air sortant de l'ouverture était froid, humide, et portait l'odeur faible et perturbante de moisissure et quelque chose d'autre, quelque chose de familier de l'excavation de la tombe de Lucas. Avec des armes dégainées, les enquêteurs sont descendus par l'ouverture. Cela menait à une petite et froide cave à racines excavée directement dans la terre sous la structure. L'espace était étroit, le plafond bas, les murs revêtus d'étagères de bois brut contenant des bocaux de nourriture en conserve. La lumière de leur lampe de poche coupait la pénombre. Dans le coin le plus éloigné de la cave, l'équipe médico-légale a fait une découverte horrible. Partiellement enterré dans le sol de terre, caché sous une pile de vieux sacs de toile de jute, il y avait des restes humains. La décomposition était avancée, en majorité squelettique. L'excavation a commencé immédiatement, le petit espace rendant le processus encore plus difficile que la récupération du corps de Lucas. Les restes ont été identifiés rapidement. Les fragments de vêtements trouvés avec le corps correspondaient à la description de ce qu'Emma Laurent portait quand elle a disparu. Les dossiers dentaires ont confirmé plus tard l'identification. Emma avait été trouvée. La découverte du corps d'Emma confirmait les théories les plus sombres de l'enquête. L'examen de la scène dans la cave à racines indiquait une faim violente. Il y avait de l'évidence suggérant qu'elle avait été restreinte. L'autopsie a confirmé plus tard la cause de la mort. L'os hyoïde était fracturé indiquant qu'elle était morte par strangulation. La découverte du corps d'Emma répondait à une question, mais intensifiait l'urgence d'une autre. Qu'est-il arrivé au bébé Chloé? Il n'y avait aucun signe des restes du bébé dans la cave à racines ou nulle part ailleurs sur la propriété. Cependant, les enquêteurs ont trouvé d'autres articles dans la cave qui se connectaient à la disparition. Dans un coin caché derrière une pile de boîtes, ils ont trouvé un petit sac moisi. À l'intérieur, ils ont découvert la banane bleue vue sur Emma dans la dernière photo. Elle contenait encore son portefeuille et son identification. Avec la banane, ils ont trouvé un petit paquet de vêtements de bébé et une couverture distinctive faite à la main. Les articles confirmaient que Chloé avait aussi été à la ferme. Philippe Leclerc a été arrêté formellement et transporté à la prison du département. Il était resté silencieux pendant toute la recherche. Son expression inscrutable. Maintenant confronté à la découverte des restes d'Emma sur sa propriété et à l'évidence le connectant à l'enterrement de Lucas, l'interrogatoire a commencé.
La salle d'interrogatoire était petite et stérile, un fort contraste avec l'environnement chaotique de la ferme de Leclerc. Les détectives ont présenté l'évidence méthodiquement, exposant la connexion entre la bâche, le sol et les corps. Leclerc a initialement nié toute connaissance de la disparition, alléguant que les restes devaient avoir été là avant qu'il soit propriétaire de la propriété. Une affirmation facilement réfutée par la ligne de temps. L'interrogatoire a continué pendant des heures. Les détectives ont pressé Leclerc en emphasant la gravité de la situation et l'inévitabilité de sa condamnation. Éventuellement, son comportement stoïque a commencé à se fissurer. Le poids de l'évidence et l'isolement de la salle d'interrogatoire ont brisé ses défenses. Il a commencé à parler. Pendant les heures suivantes, Philippe Leclerc a confessé en fournissant un récit détaillé des événements survenus en août 2013. Son histoire était un narratif glaçant d'accidents tragiques, suivi de violences opportunistes. Selon Leclerc, tard dans la nuit du jour où la famille a disparu, il était dans sa cabane, fortement intoxiqué. Il a entendu un bruit dehors, un cri frénétique. Il est allé enquêter et a trouvé une femme trébuchant sur sa propriété. C'était Emma, portant le bébé Chloé. Elle était perdue, hystérique et désespérée pour de l'aide. Emma a expliqué qu'ils avaient marché et décidé de sortir du sentier pour trouver un endroit isolé pour se reposer et nourrir le bébé. Pendant qu'il se reposait, Lucas s'était accidentellement assis sur un serpent vipère aspic qui était caché dans la végétation. Le serpent l'avait mordu plusieurs fois. Lucas était entré en choc rapidement. Emma, sans expérience dans la nature sauvage et terrifiée, a essayé de l'aider, mais il a rapidement arrêté de répondre. Il n'avait pas de téléphone satellite ni de service cellulaire. Emma s'est rendue compte qu'elle avait besoin de trouver de l'aide. Elle a pris le bébé et a commencé à marcher en essayant de trouver un sentier ou une route. Elle s'était désorientée et perdue, errant dans l'obscurité pendant plusieurs heures avant de trébucher sur la ferme de Leclerc. Leclerc a affirmé qu'en entendant son histoire, il a accepté d'aider. Il a pris son fusil et une lampe de poche et a suivi son urine de retour dans la forêt. Elle l'a mené à la zone où gisait Lucas. Quand ils sont arrivés, Leclerc a vérifié Lucas. Il était déjà décédé. Les signes de la morsure de serpent étaient évidents, gonflement et décoloration autour des blessures. C'était à ce moment, selon Leclerc, que ses intentions ont changé. Il était ivre, isolé et a reconnu l'opportunité présentée par la situation. Emma était seule, perdue et désespérée. Personne ne savait où elle était. Personne ne connecterait sa disparition à sa propriété remote. Au lieu d'utiliser le téléphone satellite qu'il possédait sur sa propriété pour appeler à l'aide, il a pris une décision sombre. Il a forcé Emma et le bébé à retourner à sa cabane sous la menace d'une arme. Il les a gardés captifs pendant la nuit. Dans sa confession, Leclerc a admis avoir agressé sexuellement Emma dans la cabane. La cave à racines, accessible depuis l'intérieur de la cabane, était où il la restreignait. Le lendemain, quand Leclerc s'est remis de l'ivresse, il s'est rendu compte de la gravité de ses actions. Il avait enlevé et agressé une femme. Il savait que s'il la laissait partir, elle le rapporterait aux autorités. Il a pris la décision de couvrir ses crimes. Il a assassiné Emma dans la cave à racines, en l'étranglant et ensuite caché son corps sous le sol de terre. Avec Emma morte, Leclerc a ensuite dû s'occuper du corps de Lucas. Il a pris un rouleau de la bâche agricole noire de ses fournitures et a marché de retour à la zone où gisait Lucas. Il a enveloppé le corps méticuleusement dans la bâche et l'a enterré près de l'endroit où il est mort, choisissant l'endroit près du chêne pour son isolement. Il a creusé une tombe profonde pour s'assurer que le corps ne soit pas découvert. Il croyait que si les corps n'étaient jamais trouvés, il ne serait jamais attrapé. La confession de Leclerc expliquait les circonstances étranges du cas. La morsure de serpent, l'enterrement clandestin et la disparition d'Emma et Chloé. C'était un narratif d'un accident tragique intersectant avec la dépravation humaine. L'enquête avait enfin découvert la vérité sur ce qui était arrivé à Lucas et Emma, mais une question cruciale restait sans réponse, pendant lourdement dans l'air stérile de la salle d'interrogatoire. Qu'est-il arrivé au bébé ? Quand les détectives ont pressé Philippe Leclerc sur le destin du bébé Chloé,
sa réponse était inattendue. Il insistait sur le fait que, malgré la brutalité de ses actions contre Emma, il ne pouvait pas se résoudre à blesser le bébé. Il a affirmé qu'après les meurtres, il s'est retrouvé avec le bébé de 6 mois sans savoir quoi faire. Il ne voulait pas une autre mort sur sa conscience, mais il ne pouvait pas garder la fille. Selon Leclerc, dans les jours suivant les meurtres, il a pris une décision drastique. Il a affirmé qu'il a empaqueté des fournitures, pris le bébé et conduit vers l'ouest. Il a déclaré qu'il a traversé la région vers la Bretagne et voyagé profondément dans le pays, à un petit village dans le département du Finistère. Là, il a livré le bébé à un orphelinat local en fournissant des informations fausses sur son identité, alléguant qu'elle était la fille d'un parent qui ne pouvait plus s'en occuper. Les enquêteurs ont immédiatement été sceptiques de cette affirmation. Cela semblait trop pratique, une tentative égoïste pour atténuer la monstruosité de ces crimes. Cependant, ils étaient obligés d'enquêter sur la possibilité que Chloé puisse encore être vivante. Ils ont commencé le processus complexe d'essayer de vérifier l'histoire de Leclerc. Ils ont découvert de l'évidence qui soutenait une partie de son récit. Les données de traversée de frontières et les reçus trouvés dans sa ferme confirmaient que Leclerc avait effectivement voyagé profondément en Bretagne peu après les meurtres en 2013. Il avait été absent pendant presque 2 semaines. De plus, la couverture faite à la main trouvée dans la cave à racines avec les vêtements de Chloé a été analysée. Elle a été identifiée comme un style spécifique de la région de Bretagne que Leclerc avait mentionné. Cela suggérait qu'il pourrait avoir acquis la couverture pendant son voyage, peut-être avec l'intention de la laisser avec le bébé. Malgré cette évidence corroborative, la trace de Chloé en Bretagne était complexe. Le passage de 4 ans, le manque de registres précis dans le système des orphelinats ruraux et les informations fausses fournies par Leclerc rendaient la recherche extrêmement difficile. Les autorités internationales ont été impliquées, mais les efforts pour localiser une fille correspondant à la description de Chloé n'ont donné aucun résultat définitif. Philippe Leclerc a été accusé des meurtres d'Emma Laurent avec enlèvement et agression sexuelle et la disposition inappropriée du corps de Lucas Moreau. Il s'est déclaré coupable évitant un procès et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire a été officiellement close avec la condamnation de Leclerc. Lucas et Emma avaient enfin été trouvés, leur destin révélé après des années de mystère. Mais pour Marie Dupont, la résolution était incomplète. Bien qu'il y ait de l'évidence suggérant que Chloé était vivante, son emplacement et son identité restaient non confirmés. Le mystère de ce qui est arrivé au bébé perdu dans les Cévennes persistait. Une question finale non résolue dans un cas défini par la tragédie et la tromperie.